Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous du grand face-à-face politique de la rédaction. Ce soir, la vision de deux personnalités qui ont accepté de confronter leurs idées sur le développement et l'avenir de l'archipel guadeloupéen. Nous parlerons de l'évolution des institutions, de nos relations avec la France et l'Europe, de l'égalité des chances, mais aussi du développement économique et des problèmes politiques et sociétaux, vie chère, l'eau bien sûr, la retraite, la violence. Voilà pour les grands thèmes qui préoccupent les Guadeloupéens. Ce face-à-face ce soir oppose Betty Bessery. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rayapin. Bonsoir aux auditeurs. Voilà. Présidente du Modem Guadeloupe, le parti de l'ancien Premier ministre François Bayrou, on va dire ça comme ça. Face à vous ce soir, Alain-Félix Flemin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rayapin. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Alors d'abord, cette actualité, on l'a vu aujourd'hui un petit peu sur les chaînes nationales, c'est la commémoration il y a 10 ans des attentats à Paris, notamment du Bataclan. Est-ce que cela vous inspire un commentaire par rapport à toute cette émotion, cette expression je veux dire, pour penser aux victimes des attentats terroristes? Bien évidemment, il y a 10 ans de cela, la France a été frappée par une vague d'attentats ce 13 novembre, singulièrement au Bataclan, mais pas que. Donc, il y a eu des morts, près d'une centaine de morts de mémoire. J'en ai pas le chiffre exact. Et on mesure, si vous voulez, la souffrance et la détresse qui a pu frapper les familles, singulièrement une famille guadeloupéenne aussi, qui a été touchée et à laquelle j'adresse encore une fois, en mon nom personnel et en celui du parti, nos sentiments de réconfort, même si 10 ans se sont écoulés, mais pour la perte de cet être cher, je le fais d'autant plus aisément que c'est le petit-fils d'un ami du Parti communiste, le sénateur Marcel Gargara. Tout à fait, tout à fait. Betty Bessery sur cette... Oui, tout à fait. Moi, aujourd'hui, c'était une journée d'émotion aussi, parce que là, on s'en rappelle encore. Et puis, ça avait secoué non seulement, effectivement, toute la France entière, mais aussi la Guadeloupe. Et puis, ça remet en question à chaque fois, effectivement, notre capacité à réagir par rapport à toute cette violence, justement. Et donc, c'est ça que ça me dit. Alors l'actualité, c'est aussi la suspension de la réforme des retraites, votée hier à l'Assemblée nationale, des retraites que vous savez bien, vous avez bien géré en Guadeloupe, en tout cas Betty Bessery, chef de service à la sécurité sociale jusqu'à encore il y a quelques mois. Alors une retraite plutôt avec moins d'annuités, est-ce réalisable selon vous ? Alors, une retraite avec moins d'annuités. Je m'adresse à la femme politique qui a une grosse expérience. Oui, tout à fait. Non, là, au niveau de la suspension déjà de la réforme de la retraite, donc ça, c'est sûr que nous, au niveau du Modem, nous avons voté abstention. Tout simplement parce que nous ne voulons pas, que nous savons effectivement qu'une suspension de la réforme, mais ça coûte. Ça pèse, c'est les spécialistes l'ont chiffré, c'est 300 millions pour l'année 2025 là, 1,7 million au niveau de l'année 2026. Et donc c'est vrai que ça enfonce la dette, ça enfonce le déficit. Et donc en fait, mais nous au niveau de la Guadeloupe, ce que nous disons, c'est que s'il est vrai que cette suspension-là, c'est une pause, puisque là effectivement il fallait que le Premier ministre puisse s'en sortir, et puis parce qu'effectivement il y a au niveau budgétaire, il faut quand même voter le budget. Nous disons que cette pause-là doit permettre que nous puissions, au niveau de la Guadeloupe, peser dans le débat, parce qu'il faut penser que la Guadeloupe a une particularité au niveau des retraites, au niveau des carrières, au niveau des carrières pénibles surtout, au niveau des femmes et au niveau des agriculteurs, des femmes justement. Et donc ces particularités-là n'ont pas été prises en compte. Et je voulais tout simplement rajouter que lorsque défunte Victoire Jasmin m'avait invité à la commission des affaires sociales pour présenter justement cette étude très riche qui avait été faite par la Caisse nationale d'assurance retraite sur les carrières en Outre-mer, eh bien, la commission des affaires sociales était étonnée d'apprendre effectivement nos particularités. Donc, en fait, je pense que c'est important que lorsque les débats vont reprendre, que cette pause-là, il faut en effet peser dans le débat. 2028. Alors, votre sentiment, Alain-Félix Flemin, on sait que ce sont les communistes qui ont mis en place la retraite en France.
Vous pensez que c'est réalisable ou il faut une spécificité pour la Guadeloupe dans ce grand débat parce qu'on connaît un petit peu la situation. Ce sont souvent des femmes qui ont travaillé sans être déclarées auprès de leur mari, exploitant agricole notamment. Il n'y a pas de spécificité pour la Guadeloupe. Vous disiez à juste titre que la retraite, c'est une conquête sociale des travailleurs français. C'est une conquête sociale que le ministre Ambroise Croizat, dans le cadre du Conseil national de la résistance, a pu mettre en place en France en 1945. Et pour la réforme pour laquelle, enfin la réforme, oui, ça a été une réforme, puisqu'il existe un modèle de retraite antérieur de 1928. Bref, cette réforme-là ne s'est pas appliquée en Guadeloupe. Il a fallu le combat des communistes guadeloupéens, Amédée Fangarol, Gerty Archimède, qui était par la suite avec Rosan Girard parlementaire, avec les travailleurs guadeloupéens pour arracher et construire la première caisse de retraite au domicile de feu Amédée Fangarol. C'est dire que s'il s'agit là d'une conquête arrachée. Et ce n'est pas un droit acquis. La preuve en est, c'est que depuis tantôt, le système, parce qu'il faut bien poser les problèmes, les problématiques auxquelles la France sont confrontées ne sont pas uniquement une question de financement, ce n'est pas vrai. C'est une attaque en règle du système global, du système capitaliste, contre les travailleurs. C'est de ça dont il s'agit. Comment on finance les retraites? Je rappelle que le système de retraite était assis sur les cotisations patronales et salariales. Et à juste titre, c'est devenu un système universel qui s'est étendu à tous les hommes et les femmes, pas seulement les travailleurs salariés. Sauf que le financement ne suit pas. Et on veut aujourd'hui depuis tantôt, on essaye de mettre en place un autre système de retraite pour exonérer les entreprises et les capitalistes de leur financement, de leur part de financement dans ce qui relève d'un droit social évident pour les hommes et les femmes qui ont sué toute leur vie. Et donc, les sommes à chercher ne sont pas à prendre dans la poche des travailleurs, mais bien dans le capital qui grossit, qui grandit et qui ne participe pas. Vous êtes d'accord avec cette vision, Betty Bessry? Alors, déjà, au niveau de la sécurité sociale, c'est vrai que je reconnais que Amédée Fangarol, souvent, nous l'a répété, donc a installé la sécurité sociale en Guadeloupe. Et donc, effectivement, je félicite le Parti communiste pour ça. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, le système, de toutes les façons, il faut bien le financer. Et là, et pour le financer, avant, qu'est-ce qui se passait? Nous sommes dans un système de répartition aujourd'hui. Donc, en fait, ce sont les travailleurs d'aujourd'hui qui sont en train de payer les retraites de ceux qui sont partis à la retraite. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un nombre de travailleurs beaucoup moins important parce que, compte tenu du chômage, on a un taux de chômage important, on a quand même une espérance de vie qui est beaucoup plus longue. Et c'est là où le financement du système, nous avons beaucoup plus de dépenses que de recettes. Et là, c'est là que le système de retraite, il est difficilement finançable. Donc, il faut trouver des mesures pour le financer. C'est soit effectivement on le finance en augmentant les impôts, soit on le finance en augmentant effectivement le nombre d'annuités, le nombre, voilà. Donc, en faisant payer les plus riches, par exemple, aussi. Je ne sais pas s'il faut faire payer les plus riches, mais en tout cas, ne serait-ce que la dernière fois, les économistes ont dit que si, par exemple, on augmentait ne serait-ce que d'une heure la durée de travail, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais par exemple, s'il faut ajouter, si par exemple, il faudrait passer de 35 heures à 36 heures, ne serait-ce que cette heure-là, ne serait-ce que cette heure-là pourrait en effet, je veux dire, combler le déficit de la sécurité sociale. Non, mais je ne reviens pas là-dessus. Je dis que c'est vrai qu'il y a, je dis que c'est vrai qu'il y a diverses mesures. Et donc, en fait, il ne faut pas mentir non plus aux Français hein, quand vous dites effectivement qu'on peut allonger effectivement diminuer comment je veux dire l'âge de départ à la retraite et puis en diminuant les annuités. Non, moi je pense qu'il faut que le système il soit soutenable. Alors, Félix Flemin, sur la question, faut-il par exemple taxer les plus riches pour financer la retraite? Ce n'est pas simplement une problématique de taxer les plus riches. C'est trop simple, c'est simpliste. Il faut faire en sorte que le financement des droits sociaux des hommes et des femmes qui produisent la richesse, parce que c'est le travail qui produit la richesse. Sauf que dans le système global économique dans lequel nous sommes, cette richesse est captivée par les puissances capitalistes et n'est pas retournée pour protéger les hommes et les femmes, protéger des incidents de la vie, protéger de la maladie, assurer, lorsqu'on est arrivé
au terme de sa vie professionnelle, assurer une vie décente aux hommes et aux femmes. C'est le système auquel il faut s'attaquer. Et comme Mme Bessry nous dit que c'est démographique et que il faudrait augmenter d'1 heure de temps de travail, il suffirait de ça. Non. Vous serez pour, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Non, mais écoutez, ce que je veux dire, encore une fois, je pose la question systémique. Et il faut la poser. Elle n'est pas posée dans le débat qui se déroule actuellement à l'Assemblée, au Parlement français, Assemblée nationale ou Sénat. C'est au système qu'il faut s'attaquer parce qu'en réalité, c'est une bataille de classe qui se déroule. Quand vous disiez à l'instant, Madame Bessry, que la population vieillit, il y a donc et le système de répartition, il y a moins de gens au travail, mais c'est parce qu'il y a un système économique qui maintient les gens au chômage. Et le chômage, c'est un choix économique pour faire baisser les salaires. Donc, il suffirait d'avoir plus de personnes qui travaillent et que le financement soit assuré d'une part. Ouais. Mais le point que vous n'avez pas soulevé, ce sont les exonérations patronales qui bénéficient à qui ? Qui bénéficient aux grosses entreprises multinationales qui sont exonérées de paiement, exonérées pour certaines, abaissées pour d'autres, pour beaucoup, du paiement de leur contribution patronale. Alors, donc voilà, ce sont des choix de société. L'ancien Premier ministre l'a dit hier, avant-hier, il disait qu'il faut changer le système et peut-être aller vers la retraite à capitalisation. Là, encore une fois, ça va à l'encontre de ce qui a été mis en place. La retraite est assurée par le financement conjoint des employeurs et des travailleurs. C'est un système de solidarité par répartition. Quand vous allez arriver au système de la capitalisation, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez vu en 2008-2009 les conséquences de la crise financière, Lehman Brothers. Vous avez vu comment un certain nombre de banques internationales se sont effondrées parce que la capitalisation s'est jouée en bourse. On ne joue pas en bourse avec la vie des gens. Le système de répartition peut être pérenne dès lors qu'il contribue. Eh bien, comme c'est prévu, et il faut prendre en compte les évolutions démographiques, mais on ne peut pas... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce débat à l'Assemblée nationale française, eh bien, des réductions de dépenses sur la maladie. On veut empêcher à quelqu'un qui est malade, on le punit parce qu'il est malade, et on veut diminuer au niveau, par exemple, dans le cadre de la loi de financement sur la sécurité sociale, de diminuer les indemnités journalières à quelqu'un qui est malade. Mais non. Donc c'est pour ça qu'il faut, je crois, nous avons un devoir d'explication. Nous sommes dans une société régie par un système capitaliste. Le système capitaliste est en soi un système qui détruit l'homme. Il faut s'opposer à ce système-là parce qu'il y a suffisamment d'argent sur Terre pour répondre aux besoins humains. Allez-y, Madame Bessry. Alors moi, de toutes les façons, moi, je ne partage pas du tout cette idée-là parce que le système... Alors, il ne faut surtout pas arriver à un système de capitalisation. Et là, moi, je pense que lorsqu'on dit aux gens, qu'on fait miroiter à la population qu'ils peuvent avoir une retraite à 60 ans, par exemple, tout en travaillant, par exemple, à 35 heures, là, je dis, en effet, donc là, je ne vois pas comment on peut financer le système. Donc pour vous, c'est au niveau du système, le système, il est aujourd'hui... Le système financier pour financer. Oui. C'est ça le problème aujourd'hui. Le système financier aujourd'hui pour financer. Oui, le système, il est par répartition aujourd'hui. Donc, ce sont les salaires, les patrons et les salariés qui payent effectivement le système. Et donc là, il faut qu'on puisse arriver... Alors, lorsqu'on était à un taux de plein emploi, donc le système, effectivement, il était soutenable. Mais là, aujourd'hui, compte tenu du taux de chômage, compte tenu de ce que je viens de dire tout à l'heure, compte tenu du taux de chômage, compte tenu de l'espérance de vie qui augmente, effectivement, donc il y a beaucoup plus de gens qui restent plus longtemps, donc ce qui est formidable aussi, mais n'empêche qu'il n'y a pas suffisamment de personnes, il n'y a pas suffisamment de cotisations pour couvrir, je veux dire, les vous avez recettes. Des gouvernements que vous soutenez par ailleurs, qui contribuent précisément à faire en sorte que la pérennité du travail ne soit pas assurée, qui continuent à exonérer les patrons des grosses multinationales du paiement de leurs cotisations. Et vous voudriez
que ça soit les salariés qui payent de leur poche. Au niveau du système, c'est vrai qu'il y a des choses à corriger. Donc, effectivement, au niveau des exonérations des grosses sociétés, etc., donc ça, c'est clair qu'on ne peut pas être d'accord avec le système. Mais quoi qu'il en soit, il faut réfléchir à comment retrouver effectivement de l'emploi. Comment faire en sorte comment faire... Parce que les exonérations, permettez-moi de vous interrompre, les exonérations dont bénéficient les entreprises, elles ne sont pas conditionnées précisément à la création d'emplois. C'est-à-dire que c'est de l'argent que l'État leur accorde, leur distribue sans aucune contrepartie de création d'emplois. Voilà c'est là où le système c'est là où le système devrait être contrôlé. Parce qu'en effet, regardez, lorsqu'il y a eu, par exemple, un jeune, une solution, où effectivement, on a permis à des entreprises, quoi qu'il en soit, d'être exonérées des charges patronales tout en embauchant un jeune. Ça, on ne peut pas dire que ce sont des solutions qui n'ont pas marché. Les solutions qui ont été proposées pour les entreprises, pour embaucher, comme on l'a vu, ce sont des dispositifs qui fonctionnent. Mais ce sont des dispositifs peut-être qu'il faut évaluer, qu'il faut contrôler, de manière à ce que tout de suite après, je veux dire que le jeune, il ne soit pas mis à la porte. Parce qu'aujourd'hui, comment faire en sorte que les jeunes puissent trouver de l'emploi, trouver un stage, trouver une alternance, trouver un travail, si effectivement, au niveau de l'emploi, nous n'aidons pas les entreprises. Quoi qu'il en soit, au niveau des entreprises, les charges, je reconnais avec vous que les charges, elles sont trop importantes pour certaines entreprises. Avec moi? Non, je dis que les charges sont trop élevées pour les entreprises aujourd'hui en Guadeloupe, en tout cas, puisque nos entreprises ont moins de marché qu'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, ce n'est pas... les solutions, je veux dire, restent à trouver dans les gisements que nous avons aujourd'hui qui sont porteurs d'emploi. Quand par exemple, on voit par exemple l'économie bleue, ou bien par exemple tout ce qui tourne autour des personnes âgées, etc. Là, ce sont des gisements d'emploi. Là, effectivement, on peut retrouver de l'emploi grâce effectivement à ces secteurs-là. Est-ce qu'on est obligé, et donc dans un secteur, par exemple, comme la Guadeloupe, ou bien dans un secteur comme, je veux dire, la France, nous avons des gisements d'emploi et ça passe par de la formation, ça passe par une formation qui est beaucoup plus adaptée au niveau du territoire, ça passe par un certain nombre de dispositifs à mettre en place avec les entreprises et surtout à écouter les entreprises parce que nos entreprises ont plein d'idées, nos entreprises ont beaucoup de dispositifs qu'ils pourraient mettre en place, qu'ils pourraient nous suggérer et que, effectivement, que nous ne mettons pas en place. Parce que vous connaissez là des engagements un peu de l'État par rapport à l'emploi, grosso modo? Alors, je dis que ce que je constate, c'est que l'État, au niveau de la formation en tout cas, ce n'est pas satisfaisant. Les endroits où on aurait pu capter de l'emploi, où nos jeunes, au lieu de partir, pourraient s'impliquer et pourraient travailler, il n'y a pas d'accompagnement suffisant là-dessus. Moi, je le vois, par exemple, au niveau de l'économie bleue. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'économie bleue, qu'il y a suffisamment d'emplois et de formation pour permettre à nos jeunes d'embrasser effectivement ce secteur-là. C'est pareil pour le tourisme vert, c'est pareil pour tout ce qui porte sur l'économie sociale et solidaire. Regardez pour l'économie sociale et solidaire, moi je vois par exemple, on le voit bien, par exemple, M. Divad, au niveau du secteur du directeur de la CAF, comment il a élargi l'écosystème de l'action sociale en mettant en place des centres sociaux, en mettant en place des espaces de vie sociaux, où effectivement, il y a un accompagnement des familles, il y a un accompagnement de l'isolement des familles, et donc là, effectivement, ça fait de l'emploi. Vous avez vu la quantité d'emplois que ça fait? Donc là, c'est quoi le taux de chômage en Guadeloupe? Le taux de chômage, c'est vrai qu'il est important, mais c'est vrai... Alors, c'est vrai que le taux de chômage... Allez-y. Écoutez, quand on examine et qu'on pose la problématique, parce qu'on est parti globalement de la problématique de la retraite et on arrive à la situation tout à fait économique de la Guadeloupe. Un pays qui est en déliquescence du point de vue économique. 40% de taux de pauvreté, de précarité. Dans ce pays-là, qui touche singulièrement et principalement les jeunes, après 80 ans de départementalisation. Ça veut dire qu'il faut examiner véritablement quelles sont les causes du mal. Si on veut traiter le mal, il faut l'attaquer à sa racine. C'est le modèle économique dans lequel nous sommes. Ce modèle économique d'une économie coloniale, une économie qui ne produit pas, une économie qui sert
exclusivement à l'import-distribution au détriment de la production. C'est au système qu'il faut s'attaquer. Sortir de la logique coloniale, parce que le système colonial n'a pas pour vocation de développer un territoire. Tant que nous serons en Guadeloupe soumis, assujettis à la dépendance coloniale, nous ne parviendrons pas à apporter de réponse aux problématiques de la Guadeloupe. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis pas ça. Alors, il y a beaucoup Oui. qui disent qu'il faut passer aujourd'hui d'une société de consommation à une société de production. Oui. Est-ce que c'est possible et comment, quelle est votre vision Oui, sur cette orientation je vais vous qu'on a donnée? répondre tout à l'heure, mais je veux répondre à monsieur Flémin. Parce que, quoi qu'il en soit, je trouve qu'au niveau du système, vous pouvez penser ça, mais moi, me concernant, moi, je trouve qu'au niveau du système, nous n'utilisons pas les différents leviers qui sont mis à notre disposition. Alors, la Guadeloupe, par exemple, les personnes qui sont en responsabilité, nous qui sommes en responsabilité, nous qui sommes en responsabilité, les élus, les présidents des collectivités, tous les élus municipaux, les maires, les conseillers départementaux et tout ça. Oui. Mais permettez-moi de continuer ce que je dis. Donc, nous n'utilisons pas les leviers qui sont à notre disposition. Ne voilà-t-il pas que, par exemple, la loi 3D, qui permettait décentralisation, déconcentration, décomplexification, qui permettait d'adapter les lois dans la République au niveau de nos réalités, pratiquement, ça n'a jamais été utilisé. Et donc, aujourd'hui, où on est en train de parler d'avenir institutionnel, où effectivement on demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de largesse, je veux dire, au niveau des différentes lois. Donc là, effectivement, je pense qu'on peut changer les choses tout en restant dans la République. Madame Besquet, est-ce que vous savez que après 80 ans de départementalisation, nous sommes passés par toutes les phases de la départementalisation. Départementalisation économique. Vous parlez à l'instant de la loi 3DS, mais avant, il y a eu décentralisation, première étape, décentralisation, deuxième étape. On ne compte plus le nombre de lois d'orientation, la LOM, la LODEOM, la LOM. Est-ce qu'on a essayé Mais attendez, voilà. 80 ans ce que vous dites a été essayé, mais on ne veut pas s'attaquer encore une fois à la cause du mal. Le modèle global dans lequel nous sommes, le modèle de tutelle, de dépendance économique et politique qui nous empêche, alors que nous sommes un pays riche, qui nous empêche de mettre en place les politiques publiques qui répondent à nos besoins, à nos intérêts. Parce que nous n'avons pas les leviers de cette politique-là. Nous sommes un pays dépendant. Nous sommes dans le cadre de l'assimilation française. Nous sommes dans le cadre de l'intégration européenne. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre les politiques publiques qui répondent au développement de la Guadeloupe. Les responsabilités, oui, celles de nos élus, mais qui accompagnent un système. Donc il faut changer le système. Alors, il faut sortir de ce système de dépendance. Je vais juste demander, parce que là, on parle un petit peu de la responsabilité de nos élus à se mettre ensemble. Et du système pour se mettre ensemble. Je vous propose d'écouter ce que disait sur ce sujet, sur le consensus politique à trouver, à se mettre ensemble pour travailler, ce que disait lundi dernier, enfin il y a 3 jours, Adrien Baron, c'est le maire de Sainte-Rose et conseiller départemental, sur la différence de vision, il a même parlé de guerre entre les deux présidents, Aïcha Luce et Guy Losbar. Écoutez ce qu'il disait, donc je le disais, c'était lors de Politique Première, et vous allez réagir, c'est ce qu'il dit. Nous avons 2 collectivités majeures qui sont dirigées par 2 hommes de grande valeur et qui aujourd'hui sont quasi en guerre. C'est pas normal, d'accord ? Parce que ça pénalise le pays, ça nous met en difficulté, et aujourd'hui, il faut que nous puissions trouver les voies et solutions. Bon, je pense que au niveau du département, on fait le job. Voilà une question. Peut-on continuer à travailler dans cette façon-là avec 2 collectivités lorsque nous ne sommes pas capables de travailler ensemble ? La faute à qui ? Sur des questions essentielles. Donc vous privilégiez la collectivité unique. La faute à nous tous. Vous privilégiez la collectivité unique, à vous entendre. Je privilégie un système équilibré. Moi, ce que je veux, voyez-vous, je suis pas, vous l'avez remarqué, je ne suis pas pro évolution institutionnelle. Je suis mon président parce que, il est très convaincu sur ses idées et je pense qu'il est déterminé. Suiviste. Je suis pas un suiviste, mais je sais parfois baisser la garde pour laisser faire. En revanche, je dis que, attention, si vraiment aujourd'hui nous ne sommes pas capables de travailler ensemble avec ces 2 collectivités, alors ça veut dire qu'elles ne servent à rien.
Et à ce moment-là, il faut les fondre et en faire une seule. Parce qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens ont besoin de lisibilité, de clarté. Les Guadeloupéens ont besoin que nous soyons compétitifs. Il n'y a pas besoin de nous goumer entre nous, il y a besoin que nous goumer pour eux. Voilà, bon, donc travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? C'est quand même un élu qui a un peu de courage, là. Il dit, voilà, il y a une guerre, il est temps maintenant de se mettre ensemble. Mais, écoutez, vous allez dans son sens? Non, je connais Adrien Baron très bien. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ce qu'Adrien tente de dire, ça fait des dizaines d'années que c'est posé dans le pays, à savoir que la question des deux assemblées qui se chevauchent, auxquelles on a oublié d'ajouter les EPCI, ce qu'on appelle le millefeuille institutionnel, c'est la preuve est bien évidente que ce cadre-là ne permet pas de résoudre les problèmes du pays. Mais j'ajoute, et je m'adresse aux Guadeloupéens pour qu'ils comprennent bien ce que le président du conseil départemental met en œuvre. Et ça, faites querelle avec le président du conseil régional, les mêmes qui, je vous rappelle, aux dernières élections régionales, ont fait liste commune en disant qu'on va travailler en synergie, on va travailler ensemble pour l'intérêt de la Guadeloupe. On voit aujourd'hui qu'ils font mine de se disputer. Je dis mine, pourquoi ? Pour évacuer la question essentielle. La question essentielle, c'est celle des rapports différents, débarrassés de toute tutelle coloniale pour nous donner conformément aux fondamentaux du droit international, la possibilité de mettre en œuvre nos propres politiques publiques, c'est-à-dire arriver à un ce serait système... quel scénario, M. Flemin ? Le scénario, c'est celui d'une Guadeloupe d'autonomie aujourd'hui, qui ne ferme pas évidemment la porte à d'autres évolutions que le peuple guadeloupéen aura décidé. Ça pourra aller vers l'indépendance ? Bien évidemment, c'est un droit fondamental qu'a tous les hommes et tous les peuples. La question cardinale, c'est sommes-nous un peuple ? Et tout un chacun, nous avons pu imposer ça dans le débat. Mais dans la Constitution française, nous ne sommes pas un peuple. On veut nous ramener. Il faut dire les choses aux Guadeloupéens. Aujourd'hui, cette fête querelle, c'est pour occulter la réalité de ce que le gouvernement prévoit depuis tantôt, depuis 2010 avec Sarkozy, repris par Macron, c'est celui du conseiller territorial. Donc on amuse la galerie en laissant croire qu'on veut une assemblée dotée de pouvoir, une seule assemblée, une collectivité unique, alors qu'on sait très bien que le pouvoir français va mettre en place d'ici peu un conseiller territorial. Ça ne résoudra pas la question fondamentale, celle d'un pays Guadeloupe qui a la maîtrise de ses choix économiques, sociaux je vous demanderai et politiques. ce que vous proposez pour y arriver, parce qu'il ne suffit pas de faire le constat, mais il faut faire des propositions. Absolument. Mais par rapport à ce que disait Adrien Baron et ce que vient de dire Alain Félix Flemin, Madame Bessery, quel est votre sentiment ? Il faut changer le système, il faut aller vers plus d'autonomie, selon vous ? Non, moi, de toutes les façons, on peut regretter que au niveau des deux personnalités des deux collectivités, que les deux collectivités puissent ne pas s'entendre sur des sujets majeurs comme effectivement l'avenir institutionnel de la Guadeloupe ou bien la collectivité unique. Mais en tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que je suis déjà assez satisfaite que les deux collectivités aient ensemble pu avoir entrepris, je veux dire, cette démarche-là, qui est effectivement qu'on ait un livrable qui puisse nous dire exactement, en matière d'avenir institutionnel, comment on y va. Parce que quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps sur le sujet. Ils nous ont présenté, ils l'ont présenté après, ils nous ont présenté, je veux dire, fait des propositions de blocs de compétences, de transferts financiers éventuels, etc. Ils l'ont présenté au président de la République. Moi, déjà, je trouve que la démarche, elle est déjà bonne. Parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas fait ce travail-là. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. Quoi qu'il en soit, je veux dire que les deux collectivités... 25 ans. Oui. Ça fait 25 ans que les socialistes ont mis en place précisément la LUM. 25 ans qu'ils ont mis en place un congrès. On en est au 19e, là. Ça fait 25 ans, les deux premiers congrès, les deux collectivités se sont rassemblées et ont élaboré un consensus politique pour amener la Guadeloupe vers sa prise en main.
25 ans. Oui, mais là, aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Attendez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Non, attendez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Le document que j'ai vu et pour lequel nos économistes, nos politologues sur lesquels on a travaillé, c'est de dire, effectivement, on fait le bilan de ce qui existe au niveau de la Guadeloupe, on regarde comment ça a marché au niveau des autres régions ultra-périphériques. Voilà. Et voilà la proposition, effectivement, qu'ils font. C'est actualiser, c'est moderniser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la population, qu'on puisse l'expliquer à la population. Je pense que la phase dans laquelle il faut qu'on aille aujourd'hui, après ce travail de fond qui a été fait et qui s'est appuyé certainement sur ce qui a été fait par ailleurs, ce travail-là, il faut qu'il soit expliqué à la population de manière à ce que la population puisse se l'approprier et que la population demain, lorsqu'elle sera interrogée par le biais d'un référendum ou pas, puisse effectivement se prononcer. Peut-être que jusqu'à présent, c'est vrai, il y a eu un travail qui a déjà été fait, mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, le citoyen lambda aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut en dire? Eh bien, c'est ça, c'est ce travail-là qui est modernisé. Regardez aujourd'hui, mais pour la collectivité unique, par exemple, regardez pour Saint-Martin, le travail qui a été fait sous Saint-Martin où effectivement ils ont évalué justement le nouveau statut. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent au niveau de la Guadeloupe. Allez-y, monsieur Fleming. Non, vous vous trompez. Il y a eu quand même des choses. Il y a eu le projet Guadeloupe Société sous la houlette de Jacques Gillot. Mais monsieur Rayapé, qu'est-ce que je viens de vous dire? Le premier projet qui a été fait, il est issu de la déclaration de Basse-Terre. Oui. Le premier projet guadeloupéen, c'est suite à la déclaration de Basse-Terre, s'est mis en place un comité guadeloupéen de projet qui a rassemblé plein de forces. Nous avons, nous communistes, été les premiers à valider la démarche de la déclaration de Basse-Terre. Nous n'avons pas fait de politique politicienne et nous avons collaboré, participé, enrichi, construit avec d'autres forces un projet guadeloupéen. C'est le projet le plus abouti qui a été construit. Alors, attendez, depuis les querelles politiciennes du courant assimilationniste pour noyer le poisson, pour empêcher toute évolution vers l'autonomie, ont emprisonné la Guadeloupe. Il faut en sortir. Que proposez-vous? Parce que le Parti communiste guadeloupéen, vous avez une vision, on peut pas... Très clair. Ce que nous proposons... beaucoup de choses, mais pas ça. Alors, quelle est votre solution pour sortir la Guadeloupe d'abord de cet état? Très simple. La solution, d'abord, c'est que c'est le peuple guadeloupéen qui doit décider. Nous reconnaître en tant que peuple, c'est-à-dire notre droit à l'autodétermination dans la Constitution française, nous sommes devenus une population. Nous ne pouvons pas exercer ce droit-là. Et nous proposons, pour prendre en compte le réel de la Guadeloupe, de transformer le Congrès en un Congrès instituant élu. Je rappelle que le Congrès est composé d'élus, mais il est composé d'élus, mais qui n'ont pas mandat. Pour changer la situation, mais attendez, ce Congrès-là aura une seule et unique ambition et mandat, l'élaboration d'un projet de statut et d'une vision, d'un programme de développement du pays, un projet d'émancipation pour le pays. Mais il y a déjà un congrès. Mais je dis précisément de modifier la loi, de l'élire à la proportionnelle intégrale. Tous les courants de pensée seront rassemblés. Il n'aura qu'un seul mandat, l'élaboration d'un projet de statut et d'un projet global de développement d'émancipation du pays qui sera négocié avec le gouvernement français et c'est le résultat de la négociation qui sera soumis à la consultation, à l'approbation du peuple guadeloupéen. Et non pas comme aujourd'hui, dans le cadre du Congrès, vous soumettez, et on le voit, les résolutions. Alors il suffit, c'est pour ça que je dis que c'est en GBC. Vous soumettez les résolutions aux deux assemblées, et puis c'est le gouvernement qui, s'il le veut, décide de lui donner suite. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et pendant ces 25 années, la population guadeloupéenne souffre. Les jeunes de notre pays sont en train de s'entretuer. Il faut sortir de cette réalité-là. Oui. Vous serez d'accord avec une telle démarche, Mme Bessry? Alors, en tout cas, la démarche qui est entreprise actuellement, aujourd'hui, là, par les deux présidents, moi, c'est sûr que je la soutiens parce que... Ça fait 25 ans qu'elle est en place. Non, attendez, quoi qu'il en soit, elle a été modernisée. C'est-à-dire que... Modernisée par quoi? Parce qu'elle tient compte, justement, des nouvelles, de l'adaptation de la société aujourd'hui et de l'adaptation de notre production, de
l'adaptation de notre culture, etc. De notre production, il n'y en a pas de production. Mais attendez, il y a 40 000 jeunes Guadeloupéens. que prévoit le dispositif? Le dispositif prévoit justement que nous puissions adapter justement les lois qui existent de manière à ce que nous puissions... ne faut pas faire, madame. Mais pourquoi il ne faut pas le faire? Mais on n'a jamais, dans certains domaines, on n'a jamais mis en place de l'expérimentation pour qu'on puisse avancer. Non, il faut pas chercher. Permettez-moi de vous dire, il ne faut pas chercher dans l'intérêt de notre... Vous souhaitez... Attendez. Finissez, Madame Besri, ensuite vous allez répondre, M. Flem. Non, mais à chaque fois, vous souhaitez qu'on fasse un saut, je veux dire, un saut au niveau, par exemple, de l'indépendance, sans pour autant, je veux dire... Mais ça ne me choque pas que vous dites que c'est un saut dans l'indépendance, je l'assume. Même si ma revendication aujourd'hui, c'est l'autonomie, mais c'est pas grave. Mais non, mais ce que je veux expliquer, il y a une démarche qui doit être planifiée, qui doit être concertée, où effectivement la population doit s'approprier de ce que l'on propose. Or, jusqu'à présent, la preuve en est, c'est que lorsque tout ce que les travaux dont vous avez parlé, qui est-ce qui s'en souvient aujourd'hui? Allez interroger un citoyen dans sa commune et parlez-lui justement de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il ne va pas s'en souvenir, il ne s'en souvient même pas de ce que vous avez proposé. Là aujourd'hui, donc ce que je dis, il y a 2 collectivités qui ont travaillé. Là maintenant, il faut absolument que nous puissions travailler avec la population là-dessus. Cette question, et après on va parler aussi du rôle des partis politiques qui n'ont peut-être pas nourri suffisamment la population. Monsieur Rayapin. J'ai dit que comme Mme Besri dit que les gens ne se souviennent pas, il n'y a pas eu de relais forcément politique pour nourrir la population. Précisément, la conscientisation. parce que le jeu politicien empêche que la question essentielle, fondamentale du pays, c'est précisément pas l'adaptation, c'est précisément pas le copier-coller, c'est précisément pas... Non, mais l'adaptation, le copier-coller, c'est l'assimilation coloniale. Il faut en sortir. Il faut que nous ayons, nous, ici, la capacité, concrètement, de dire que les ressources de la géothermie qui sont dans le sous-sol guadeloupéen nous appartiennent. Et nous allons les exploiter nous-mêmes. Est-ce que ça nous empêche de dire ça? Laissez-moi terminer. Nous, on ne peut pas, ce ne sont pas nos ressources, ce sont les ressources de la France. Est-ce qu'avec la loi de 3D, ça vous empêchait de le faire, monsieur bien évidemment. Mais pas du tout. Mais écoutez, pas du tout. Les 110 000 km² de surface maritime de zone exclusive, ça appartient à qui? À la Guadeloupe? Non, ça appartient à la France. Je suis d'accord. Alors, vous parliez d'économie bleue. Vous êtes en train de parler de géothermie là tout à l'heure. Oui, et vous êtes en train de parler d'autres énergies renouvelables. Est-ce qu'avec, par exemple, la loi 3D, ça nous empêchait effectivement de dire qu'on veut l'adapter, on veut que ça soit le nôtre, on veut que ça soit... Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire si vous restez un département français soumis au droit commun français et au droit commun européen. Il faut le pouvoir politique guadeloupéen, que ce territoire-là appartienne au peuple guadeloupéen pour que nous puissions politiquement prendre les mesures pour construire ce pays-là. Ça s'appelle à cette phase de l'autonomie, M. Rayapin. Voilà, à cette phase du débat. Il nous manque encore, il nous reste 6 minutes. 6 minutes de débat, ça passe très vite, c'est passionnant. Alors, on connaît les problèmes de la Guadeloupe. Vous savez, le mot autonomie, c'est tout le monde qui en parle. Tout le monde qui en parle de l'autonomie. Et finalement, on parle d'autonomie politique quand nous-mêmes, on n'est pas capable, ne serait-ce que regarder au niveau des poches de sang. Nous-mêmes, on n'est pas capable d'assurer notre propre réserve de sang pour nous-mêmes. Alors, regardez. Et là, on parle d'autonomie, on n'arrive même pas à se suffire à nous-mêmes. Madame Besri, il nous reste à peu près 6 minutes. Là, quand on parle d'autonomie, il faut faire attention à ce qu'on dit. 5 minutes d'émission. Je voudrais qu'on aborde quand même 2 mots sur le quotidien des Guadeloupéens. Et on connaît le problème de la vie chère, du logement, mais il y a un problème qui gangrène un petit peu notre société, c'est la violence, et notamment chez les jeunes. Est-ce que vous, en tant que chef de parti, vous êtes du Parti communiste guadeloupéen ou du MODEM, quelles sont vos solutions? Comment vous analysez cette situation? D'abord, et quelles solutions, monsieur Flem? J'analyse les causes. La violence qui détruit notre pays, principalement, qui frappe les principales victimes, sont les jeunes Guadeloupéens qui s'entretuent. Cette économie, il y a une économie de la délinquance. Faute de pouvoir satisfaire à ses besoins normaux, courants,
par le travail normal, c'est l'économie de la délinquance qui se substitue à cette économie réelle. La délinquance et la violence ne sont que les conséquences d'une pauvreté, d'une précarité qui frappe la Guadeloupe. Alors, précisément, il faut un développement économique qui donne la possibilité aux jeunes de travailler dans leur pays. Mais travailler dans son pays, ça suppose qu'il y ait un développement économique. Ça suppose que vous ayez la maîtrise de vos choix. Ça suppose que vous fassiez des lois conformes et correspondant à vos réalités. Ça suppose que vous ayez un plan de formation adapté aux besoins de votre économie et non le copier-coller, et non la continuité territoriale, et non vouloir ressembler à l'autre. Ça suppose un pouvoir politique de décision ici pour répondre aux besoins de notre jeunesse. Alors vous, Madame Bessry? Moi, j'ajoute tout simplement qu'il faut beaucoup de prévention. Je suis d'accord avec une partie de ce que disait Monsieur Fleming lorsqu'il disait effectivement qu'il faut un développement économique, beaucoup plus d'emplois dans les régions, mais beaucoup plus d'accompagnement et beaucoup plus de prévention, que ça soit effectivement de la prévention au niveau de l'école, de la prévention au niveau des familles, l'accompagnement des familles. Donc, c'est ce que je dis. Ça suppose un pouvoir guadeloupéen pour faire ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour nous. Mais vous êtes en train de parler de copier-coller, je n'ai jamais parlé de copier-coller. Je dis qu'avec la loi 3D ou bien avec ce que l'on propose dans le statut 73 amélioré, nous avons la possibilité. Non, nous avons la possibilité de décider. Parce que nous avons la possibilité d'adapter nos lois par rapport à nos réalités. Ah bon? Mais bien sûr. Dans quel statut vous pouvez faire ça? 73 amélioré, je ne sais pas ce que c'est. Il y a la loi d'habilitation quand même. Mais la loi d'habilitation... Non. La loi d'habilitation, il n'y en a qu'une seule. Il y a un seul domaine d'habilitation ici, c'est dans les énergies. Et pas dans les énergies pour produire, dans les énergies pour l'habitat. Comment? Voilà. Écoutez, soyons très clairs. Vous êtes habilité à quelqu'un qui vous donne une autorisation sur 2 ans de faire ce que lui a décidé. Il vous donne les lignes jaunes et les lignes rouges à ne pas franchir. Non. Il nous faut dans ce pays-là la capacité de décider pour nous-mêmes de ce qui est bon pour nous. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, non, mais c'est important. Allez-y rapidement. On ne peut pas précisément laisser une jeunesse comme ça, sans perspective, en lui disant, écoutez, le cadre dans lequel nous sommes, il est bon. Ça fait 80 ans que nous sommes dans l'assimilation législative, dans le droit commun, et qu'on va perdurer. Et là, vous leur dites aux jeunes qui sont justement en train de vous attendre, d'attendre effectivement que vous puissiez leur apporter des solutions, vous allez leur dire, vous, Monsieur Fleming, que à ces jeunes-là, vous savez ce qui va changer, au niveau de la Guadeloupe, c'est qu'effectivement qu'on puisse changer le statut. C'est ce que vous allez leur dire. C'est ce que vous allez leur dire. Vous reconstruire notre pays. Vous avez, il nous reste 2 minutes, je vous donne 1 minute chacun. On commence avec Madame Bessry. Est-ce que malgré tout, vous restez optimiste sur l'avenir de la Guadeloupe, Madame Bessry? Mais tout à fait, parce que il faut une politique de courage. Et donc, c'est ce qui nous manque peut-être jusqu'à présent. C'est cette politique de courage où nous disons... En effet, nous expliquons à la population ce à quoi ils doivent s'attendre et là, ce sur quoi il faut qu'ils fassent des efforts. Donc, si effectivement on doit produire, à chaque fois on parle d'autonomie, de souveraineté alimentaire, mais quelque part, je veux dire, il n'y a pas de production et on ne transforme pas nos produits. Les zones, effectivement, elles sont en friche, etc., etc. Il faut une vraie politique de courage au niveau agricole, il faut une vraie politique de courage pour la jeunesse et donc, moi, j'ai confiance parce que... Et qu'est-ce qui freine ce courage, selon vous? Pardon? Qu'est-ce qui freine ce courage? Eh bien, alors, déjà, c'est la politique à chaque fois de refus. La politique de, à chaque fois, on est en train, comme disait M. Baron tout à l'heure, on n'arrive pas à s'entendre, ou bien on accuse l'autre de manière récurrente. Alors qu'en fait, il faut travailler ensemble, parce que si on veut demain une collectivité unique forte, si on veut demain une Guadeloupe forte, il faut bien qu'on commence par travailler ensemble. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut des fois pour moi aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai confiance, et je trouve qu'il faut redonner confiance à la population. La même question, Alain Félix Fleming, vous êtes secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Vous êtes optimiste pour l'avenir de votre pays? Je suis déterminé à changer la perspective actuelle, pas moi. Et c'est pour ça que j'appelle l'ensemble des forces de progrès de la Guadeloupe, les forces anticolonialistes, les forces patriotiques, à se doter de l'outil politique, une force politique unie, une forme de Conseil national de l'émancipation guadeloupéenne, pour précisément construire
continuer le travail de réflexion pour l'élaboration d'un projet global guadeloupéen, économique, politique, social, culturel, qui ouvre des perspectives de la jeunesse à la jeunesse, précisément en rupture avec le cadre colonial. Il n'y a pas d'émancipation humaine dans le cadre de la tutelle et de la soumission coloniale et capitaliste. Il faut changer le modèle et le système. Ça, le travail-là doit pouvoir rassembler, encore une fois, toutes les forces, par-delà leurs différences et leurs divergences, toutes les forces politiques qui portent cette démarche de s'affranchir de la tutelle coloniale et du modèle capitaliste qui est responsable de la pauvreté, de la précarité, des misères et des souffrances qui frappent le peuple guadeloupéen. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette brillante confrontation entre ces deux personnalités. Merci Madame Bessry, je rappelle que vous êtes la présidente du Modem Guadeloupe. Merci Monsieur Fleming, je rappelle aussi que vous êtes le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Voilà, c'est la fin de ce débat. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Guadeloupe la première. Bonne soirée. Bien sûr.